Monsieur Chiraoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Donald Trump a investi hier, 47e président des États-Unis. Après la cérémonie d'investiture, il a prononcé un discours comme le veut donc la tradition américaine et dans lequel il a décliné, disons, les axes principaux de sa politique pour ce second mandat aux États-Unis. L'âge d'or de l'Amérique, c'est peut-être la phrase à retenir dans ce discours, Monsieur Chiraoui? Je dirais que c'est la phrase clé. D'accord? La phrase clé parce qu'en fait, l'âge d'or, il faut l'élargir au sens où il faut le comprendre au sens large du terme. L'âge d'or veut dire quoi? Veut dire qu'il met le curseur sur l'économie, qu'il met le curseur sur le business, qu'il met le curseur sur les affaires, qu'il met le curseur sur les valeurs américaines, qu'il met le curseur sur les repères de la société américaine. Donc tout ça fait que le président Trump aujourd'hui est en train de bâtir, et il l'avait dit durant sa campagne, je vais transformer les États-Unis. Ça, c'est un élément clé. Et l'âge d'or est lié au concept de transformation des États-Unis. Que veut dire transformer les États-Unis? Veut dire revenir aux repères traditionnels, aux repères culturels, et aux valeurs culturelles et cultuelles des États-Unis d'Amérique. N'oublions pas, il ne faut pas qu'on fasse comme beaucoup d'autres dans d'autres pays ont fait. Ce sont les Américains qui ont élu le président Trump. D'accord? Donc, il ne faut pas se tromper, les Américains ont élu à une large majorité le président Trump. Pourquoi? Parce que les Américains avaient besoin d'un leader. Et ils incarnent dans l'esprit du citoyen américain, il incarne ce leader-là. En fait, ce que nous appelons le père de la nation, les Américains, les citoyens américains recherchaient un père de la nation. Et il l'incarne. D'ailleurs, la première photo qu'il a prise, ça a été la première photo avec toute sa famille. Ça fait partie, encore une fois, de toutes ces valeurs qui sont liées à l'âge d'or. Donc tout ça fait que le président Trump incarne ce personnage de leader. Une phrase clé, vous le dites, Monsieur Chiraoui, une phrase clé qui dénote quelque part ou qui permet d'avoir les axes phares également de sa politique étrangère, puisque c'est à partir de là que se dessine la politique étrangère, donc d'un président vis-à-vis de tous les partenaires et de tous les adversaires également. Donc il annonce déjà peut-être autre moment marquant ou autre phrase clé, c'est cet état d'urgence annoncé aux frontières sud des États-Unis. Donc, il promet du nouveau concernant l'immigration, la fin de l'immigration clandestine, dit-il. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à des tensions dans la région, Monsieur Chiraoui? Très très bonne question. En fait, effectivement, l'âge d'or est lié aussi au confort du citoyen américain, au confort du peuple américain. Donc, l'accent est mis par le président Trump et toute son équipe, d'accord, sur les questions d'abord essentielles qui sont les questions internes, d'accord. Et pour cela, quand il parle effectivement d'état d'urgence et de reconduire les émigrés clandestins dans leur pays d'origine ou aux frontières, alors, l'immigration est un sujet très compliqué, très complexe, et qui est là depuis un certain nombre d'années, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, d'accord? Sauf que ce qu'il ne dit pas, et c'est ça qu'il va falloir décrypter, qu'est-ce qu'il ne dit pas? C'est qu'il va mettre en place un certain nombre de règles pour permettre non plus une intégration par le biais de la loterie, enfin toutes ces histoires que nous connaissons, par le biais de la loterie des émigrants clandestins. Mais surtout mettre en place des règles qui puissent permettre d'avoir ce qu'on appelle une émigration sélective. D'accord? L'Europe a fait ça. L'Europe fait deux choses, fait l'émigration sélective et la mobilité sélective. Aux États-Unis, pour le président Trump, c'est d'abord l'émigration sélective. Donc il va sélectionner un certain nombre
selon un certain nombre de paramètres. Donc il va y avoir un certain nombre de textes qui vont être mis en place et qui va lui permettre de sélectionner son émigration et de ne plus avoir ces vagues d'émigration clandestine. La question qu'il faut se poser, c'est alors, reconduire aux frontières, il ne reconduira pas plus de 20% de l'émigration clandestine. Le chiffre est énorme, 20% c'est déjà beaucoup, mais comme il a promis durant sa campagne, comme l'administration démocrate n'a rien fait en ce sens-là, donc il va devoir s'appuyer sur ça pour pouvoir consolider sa position, et il le fait non pas dans les 100 premiers jours, mais il le fait dans les 100 premières heures. Donc, les 100 premières heures, il a pris des décisions, et des décisions qui concernent quoi? Qui concernent les États-Unis d'Amérique, la politique interne, et surtout le confort des Américains. Et l'émigration est liée à ça. Alors, état d'urgence, c'est pour éviter un petit peu, éviter des turbulences que peut-être certaines structures de sécurité lui ont soufflé à l'oreille. Alors, toujours pour rester dans la région, cette fois-ci, l'économie, c'est le cheval de bataille de Trump. Il l'a toujours dit depuis même son premier mandat. Donc, aujourd'hui, il en fait une nouvelle fois la priorité. Là, c'est plusieurs axes qui se déclinent et qui risquent justement d'impacter la situation dans le monde entier. Tout d'abord, le canal de Panama. Alors, c'est un canal qui est fortement utilisé par les États-Unis. C'est le premier utilisateur du canal pour le transport de marchandises, avec 160 millions de tonnes de marchandises qui y ont transité en 2024, loin devant la Chine, qui arrive comme deuxième utilisateur avec 45 millions de tonnes, le rival. Donc c'est quelque part aujourd'hui, il veut se réapproprier, même s'il y a eu tout de suite après des réactions du côté du Panama. Là aussi, c'est un sujet de tension. Alors, moi je vais dire différemment. En fait, le président Trump, il faut un petit peu analyser son personnage. Le président Trump est un chef d'entreprise. Donc c'est un dealman. D'accord, comment on dit ça, un transactionnel, d'accord. Donc, par conséquent, puisqu'il a mis l'accent sur l'économie, et c'est ça son cheval de bataille, il est dans une logique de placer la barre très haut pour pouvoir négocier. Parce qu'il va tout négocier. Il va négocier des parts, il va négocier non pas des espaces, mais des contrôles. Le canal de Panama, ce n'est pas tant se réapproprier le canal de Panama, ça c'est la barre très haut. C'est pour pouvoir négocier. Pourquoi? Parce que la Chine est présente, d'accord, dans cet espace-là. Donc il va essayer, et ça va être aussi le cas d'autres passages, d'autres canaux, d'accord, ou routes maritimes, effectivement. Et donc c'est le contrôle des points de passage de marchandises. Pourquoi? Si vous voulez réduire l'inflation, vous devez toucher incontestablement à plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres, c'est le transport. Et donc le contrôle se fera de cette manière-là. Donc il va négocier avec les Panaméens pour pouvoir un petit peu reconfigurer ces accords qu'il a, ou que les États-Unis ont avec le Panama. Mais ça va être aussi le cas du détroit d'Aden. Ça va être aussi le cas de plusieurs passages au niveau de l'Afrique. Donc tout passage, y compris le Groenland. Le Groenland est également un point de passage, d'accord, au-delà d'autres questions. Donc, en fait, il met la barre très haut pour pouvoir négocier toutes ces questions-là. Et l'objectif, c'est quoi? Vous l'avez dit, rival. La Chine est un rival économique, n'est pas un rival. Et la Chine adopte une diplomatie liée au smart power, d'accord? Trump est en train de faire la même chose. Nous ne sommes plus dans une logique de hard power, nous ne sommes plus dans une logique de soft power, nous sommes dans une logique de smart power. Donc le smart power est lié à cette je ne dirais pas, beaucoup ont parlé de guerre économique. Non, non, nous ne sommes pas dans une logique de guerre économique dans l'esprit d'un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il va devoir conquérir.
Et c'est de là où on dit quelle est la différence entre un chef militaire et un chef d'entreprise. Ben, quels sont les objectifs de l'un et de l'autre? Le chef d'entreprise, c'est le gain. Le chef militaire, c'est la victoire. Mais les deux se rejoignent sur un seul objectif, qui est de vaincre. Donc, le président Trump, son objectif en matière de politique étrangère, et surtout pour lier à l'âge d'or, est obligé de vaincre la Chine par la négociation. Alors justement, avec la Chine, il promet des relations, disons, cordiales, puisqu'on a vu d'ailleurs hier dans la cérémonie d'investiture, il y a un vice-président chinois, le vice-président chinois qui était présent donc, dans la cérémonie d'investiture. Le président promet donc une première visite d'État en Chine. C'est donc plusieurs paramètres. Est-ce que justement cette rivalité elle va sans doute impacter les relations internationales de manière générale, l'Afrique qui est un terrain de compétition. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme résultat de cette rivalité? Tout à fait. Alors cette rivalité va se transformer avec la manière de voir du président Trump, c'est qu'il va arriver avec la Chine à un gentleman agreement. D'accord? Et en fait, cette rivalité va se transformer en coopération. D'accord? En coopération. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il est dans une logique de tout négocier. Tout négocier, absolument tout. Effectivement, la Chine est bien présente en Afrique par rapport aux États-Unis d'Amérique, mais par le fait que, effectivement, et vous l'avez dit, le vice-président chinois était présent à cette investiture, c'est exceptionnel, parce qu'en fait, le message est clair, mais le président Trump a eu déjà des contacts téléphonique, hein, puisqu'on nous l'a dit publiquement, avec le président Xi. Donc, Xi Jinping. Exactement. Donc, quelque part, la négociation a déjà commencé. Et donc, aujourd'hui, on va assister pendant les 100 jours du président Trump à cette concrétisation d'un gentleman agreement avec la Chine pour pouvoir, encore une fois, il pense à la sécurité nationale des États-Unis et penser en termes de confort de la population américaine. Donc il va penser au confort de la population américaine et à éviter à ce qu'il y ait une inflation qui puisse perturber encore les États-Unis d'Amérique. Donc incontestablement, il va aller vers un gentleman agreement avec les Chinois, et les Chinois sont prêts puisqu'ils ont déjà envoyé leurs représentants à cette investiture. Alors les relations avec le Moyen-Orient, la situation au Moyen-Orient et également avec l'Union européenne avec laquelle il promet des changements. On en parlera. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. Monsieur Chiraoui, donc aujourd'hui les États-Unis qui amorcent une nouvelle étape. On le disait, cette rivalité avec la Chine se transformera, vous le disiez, en coopération. Pour l'Afrique, concrètement, Monsieur Chiraoui, qu'est-ce qui pourrait changer avec l'avènement de Donald Trump au pouvoir? Très bien. L'Afrique, pour le président Trump ou pour l'administration américaine, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la politique étrangère américaine ne se fait pas par le président lui-même, ni par la Maison-Blanche uniquement. Elle se fait avec le concours du département d'État, des différentes structures de sécurité nationale, CIA, etc., etc. Donc, quelque part, d'ailleurs, on l'a vu, il a nommé un certain nombre de personnalités qui sont très proches, d'accord, et qui sont loyales au président au niveau de ces postes clés pour ne pas avoir à subir l'administration américaine. Et de là, je viens. Donc, effectivement, quel est l'objectif ou quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique recherchent pour cet âge d'or en Afrique? Ils recherchent les minerais stratégiques et les minerais rares. C'est un élément clé, d'accord? Minerais stratégiques, minerais rares, les 17 minerais du tableau de Mendeleïev qui servent à ce qu'on appelle à la technologie, qui servent à la technologie de 4e génération, d'accord? Qui servent à la conquête de l'espace
d'accord, qui aujourd'hui, Elon Musk en fait un petit peu un véhicule de communication, mais également concrètement, donc on va aller vers ça. Donc, et surtout, encore une fois, c'est un peu comme le détroit du Panama, c'est le contrôle de tous les points de passage de marchandises et toutes les routes, maritimes qui passent par l'Afrique. Donc tout ça est un élément clé dans la politique étrangère, dans la politique africaine du président Trump. Après, effectivement, vous allez me dire, est-ce qu'il va continuer à avoir, est-ce que les États-Unis vont continuer à avoir cette logique de continuer à combattre les fléaux dont l'Afrique est en train de souffrir, tel que le terrorisme. Hein, d'accord, entre autres, mais il y a le narcotrafic, etc., et le trafic d'armes. Alors, je dirais tout l'équilibre va se faire entre lui et le Pentagone. Donc, en fait, toute cette politique de lutte contre le terrorisme, il va le relayer à AFRICOM, d'accord, US AFRICOM, qui, eux, vont s'occuper de ça. Par contre, au niveau Maison-Blanche, il va s'occuper surtout de pouvoir concrétiser cet âge d'or. Et pour concrétiser cet âge d'or, vous devez avoir accès aux ressources naturelles, gazières, pétrolières et surtout minérales. Ou minières, pardon. Alors justement, Monsieur Chiraoui, vous évoquez les ressources naturelles, le pétrole, il en a parlé hier, donc les ressources fossiles globalement. Le président Trump en a parlé hier, il promet de beaux jours pour les énergies fossiles. Forêt et encore forêt, et il l'a dit juste après son élection, il l'a répété hier. Donc, est-ce que justement on doit s'attendre à de nouveaux changements aux États-Unis où on repart vers le fossile et on met un peu de côté les énergies renouvelables? Moi, je dirais non. Je dirais que ça va aller en parallèle. Parce qu'il comprend parfaitement, il y a la réalité du terrain, et il y a l'utopie ou la perception des scientifiques. Les scientifiques, c'est une chose et le terrain en est une autre. Donc aujourd'hui, sans énergie fossile, ça ne fonctionne pas. L'économie ne fonctionne pas. Le monde est en train de rentrer progressivement vers ce qu'on appelle l'industrie alternative, hein, qui fait appel à ce qu'on appelle le non fossile. Alors forêt, oui, mais pas uniquement aux États-Unis. Et c'est de là où on fait le lien avec le Groenland. Lorsqu'il dit que je vais conquérir, m'approprier, je vais acheter. Non, il n'a pas dit conquérir, il a dit acheter. Donc encore une fois, il est dans une logique de chef d'entreprise. Je vais acheter le Groenland. Voilà. Encore une fois, c'est la barre qui est très haut. Mais en réalité, qu'est-ce qui l'intéresse au Groenland? C'est le pétrole, c'est le gaz, et c'est les minerais stratégiques et les terres rares. Encore une fois, l'accès, pourquoi? Parce que sinon, ça sera la Chine qui va. Donc, pour pouvoir être non pas en duel, mais pour pouvoir être sur le même piédestal que la Chine, d'accord, parce que c'est un peu ça, la rivalité va se transformer en gentleman agreement, il va falloir avoir accès et avoir les capacités de ressources naturelles, notamment les ressources fossiles, et c'est pour ça qu'il dit forêt. Effectivement, on va avoir encore de beaux jours en matière de gaz et de pétrole. Alors, les ressources qui sont source donc de rivalité entre les États-Unis et la Chine, vous le dites à l'instant, c'est ces ressources mêmes qui sont également à la source de toutes les tensions au Moyen-Orient, entre autres, avec les routes maritimes. Aujourd'hui, la politique de Trump est scrutée pour le Moyen-Orient. On voit, il dit déjà avoir obtenu une victoire avec le cessez-le-feu qui est entré en vigueur à Gaza. À quoi doit-on s'attendre pour le Moyen-Orient globalement et pour la Palestine en particulier, Monsieur Chiraoui? Oui, mais très intéressante, question très intéressante. En fait, il a imposé le cessez-le-feu par la force. Donc ça nous rappelle
sans rentrer dans le détail, ça nous rappelle les otages américains en 1979 en Iran, où il y avait l'administration Carter qui était sortante et l'administration Reagan qui était entrante. Et donc, le deal s'est passé au même moment, donc à la sortie et avant l'investiture. Donc, on est dans la même logique. La logique reste toujours la même en matière de relations internationales. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Encore une fois, puisque c'est un dealman, donc il a dû proposer un certain nombre de choses et peut-être qu'il va accepter un certain nombre de choses parce qu'il a dealé. Moi, je reste, selon mon analyse, c'est le statut de la Cisjordanie qui est visé aujourd'hui. Vous avez deux éléments. Le statut de la Cisjordanie et surtout la future autorité palestinienne. Comment va se décliner tout ça? Tout ça, nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui, mais ce sont les éléments qui sont mis en avant par Trump lui-même. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même 47 milliards de dollars qui sont sur la table pour ce qu'ils appellent, eux, the day after. Donc, c'est pour la reconstruction de Gaza, d'accord? Et donc, il y a 47 milliards de dollars qui sont sur la table. Et qui va en bénéficier? Ce sont les promoteurs immobiliers. N'oublions pas, son émissaire spécial pour le Moyen-Orient est un ténor de l'immobilier. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a nommé émissaire pour le Moyen-Orient. Donc il y a ces 47 milliards. Mais qui va payer ces 47 milliards? Vous allez toujours se poser la question. Nous sommes, encore une fois, j'ai dit, les paramètres ont changé, les paramètres d'analyse ont changé et les paradigmes sont en train de changer. Donc, qui va payer, qui va en bénéficier sont les compagnies américaines, ça c'est clair, d'accord? Mais qui va payer tout ça? Ben, c'est l'Arabie Saoudite. C'est les monarchies du Golfe. Puisqu'il va faire payer les monarchies du Golfe en matière de sécurité. Donc il va essayer de contenir, et tout est lié, il va essayer de contenir d'une manière ou d'une autre l'Iran, l'expansion de l'Iran, qu'on accuse de soutenir un certain nombre de proxys, d'accord? Donc, quelque part, il va falloir s'attendre à trois choses. 1. Comment va évoluer l'autorité palestinienne? 2. Le statut de la Cisjordanie. Est-ce qu'on va aller vers une annexion ou pas? Et tout le jeu va être là. Et 3. Que va-t-il se passer avec les leaders et les dirigeants iraniens? Allons-nous, encore une fois, dans le Smart Power, allons-nous assister à une redistribution d'un certain nombre de cartes, voire peut-être un renversement de la situation? On n'en sait rien, mais je reste persuadé qu'on est en train de s'acheminer vers cet aspect-là. Alors, autre politique où on attend Trump, c'est celle vis-à-vis de l'Europe. On a vu, il promet déjà des changements en matière de commerce extérieur, plus de taxes, plus d'impôts au profit des Américains. Là, c'est quelque part une claque pour l'Europe. Est-ce qu'on doit s'attendre à un changement du type de relation entre les deux blocs? Alors, effectivement, Trump est en train de profiter d'une crise profonde par laquelle l'Europe est en train de passer. Cette crise profonde, elle est liée à quoi? La crise économique vient en aval. Mais en amont, vous avez une crise de repères. Vous avez une crise de valeurs. Et vous avez des crises politiques qui sont importantes. Et aussi, il y a une crise de leadership, de puissance militaire. Qui va être la puissance militaire du futur de l'Europe, selon la conception de Trump? C'est la Pologne. C'est la Pologne. Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France, c'est la Pologne. Et donc, la Pologne va être un pays, puisque tout l'équipement militaire vient des États-Unis. Et n'oublions pas que les Elon Musk, etc., sont là, ont soutenu Trump parce que c'est l'industrie, le complexe militaro-industriel qui est demandeur de cette technologie. Donc je vais la faire très courte. L'Europe est en train de passer par là. Effectivement, c'est une claque que Trump a donnée à l'Europe. Alors, lorsqu'il dit « j'imposerai des taxes », il imposera un certain nombre de taxes et de droits douaniers, hein, d'accord, sur un certain nombre de produits
qui, sans le dire, parce que le libéralisme, dans un monde libéral, on ne peut pas le dire, sans le dire, mais ce qu'ils considèrent comme étant des produits qui sont superflus pour les Américains, tels que les liqueurs, tels que le vin, d'accord? La France est touchée parce que c'est le premier exportateur de vin aux États-Unis. Mais là où il va faire très mal, c'est la délocalisation d'un certain nombre d'industries automobiles, notamment qui sont en Chine, d'accord, qui risquent de se retrouver, donc il va y avoir des investissements aux États-Unis et qui vont se délocaliser de l'Europe. Donc aujourd'hui, l'Europe est en train de perdre sur tous les plans. L'Europe est en train de parler de nearshoring. Elle veut ramener un certain nombre d'industries et essayer de les développer dans son aire d'intérêt commun, d'accord? Trump ne veut pas ça, veut plus d'investissement aux États-Unis. Donc la rivalité, là nous serons dans une logique de rivalité. Nous serons dans une logique de gentleman agreement, de coopération avec la Chine et dans une logique de rivalité avec l'Europe. Pour ne pas aller loin, la Russie, c'est le dernier point, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Brièvement, Monsieur Chiraoui, là également, c'est l'autre terrain sur lequel on attend Trump. Il s'est déjà entretenu avec le président russe. Là aussi, on doit s'attendre à un règlement du conflit en Ukraine rapidement. Absolument. Durant ces 100 jours, comme je dis moi, mais ça va être plus rapide qu'on le pense. Pourquoi? En fait, en un mot, Trump va s'appuyer sur les accords de Minsk II, qui n'ont jamais été mis en œuvre par l'Europe, qui n'ont jamais été appliqués par l'Europe. Donc incontestablement, l'Ukraine a perdu la guerre, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a que la propagande européenne qui a laissé entendre que l'Ukraine a gagné la guerre. Encore une fois, on est dans vaincre, d'accord? Donc avec la Russie, je pense qu'il va aller vers une logique de détente avec la Russie, puisque la Russie est un équivalent sur le plan de la défense, sur le plan militaire. C'est une puissance militaire et non pas une puissance économique. Donc quelque part, oui, le règlement du conflit ukraino-russe va se régler. Il va se régler rapidement et je pense que c'est déjà le cas puisque les éléments sont dans Minsk II. Très bien, merci Monsieur Chiraoui. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Arslan Chiraoui est géopolitologue. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée, à demain.